a publié ses états financiers ce vendredi, donc on va commenter rapidement ici ces états financiers-là, d'accord? Alors, Crédit Agricole a fait état vendredi d'un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre, porté par une solide performance de ses activités d'assurance et de services financiers. La deuxième banque française par la capitalisation boursière a également annoncé un projet de prise de participation majoritaire dans le capital du gestionnaire de fortune belge de groupe Petercam. Donc, c'est la première, mais en termes de capitalisation. Vous pouvez également être la première en termes de dépôt. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ou bien la première ici en termes de taille du bilan. Donc, il y a plusieurs façons d'être premier dans ce domaine-là. Donc, généralement ici, moi, j'aime bien qu'on est premier en termes de dépôt. D'accord? Ça veut dire que c'est de l'argent cheap ici. Donc, c'est du cash qu'on peut avoir, qu'on achète généralement. Enfin, on a généralement ici une source de financement ici plutôt cheap. OK? Parce que dites-vous que les banques ici, dépendamment de quel type de banque on a. OK? Les banques ici tirent à peu près la plus grosse partie de ce qu'elles gagnent ici par rapport au différentiel entre les intérêts reçus et les intérêts payés. OK? Quand elle fait l'acquisition aussi du gestionnaire de fortune belge de groupe et Petercam, ça veut dire ici qu'elle essaie de se diversifier. Donc, elle veut à peu près avoir des revenus qui sont issus qui ne sont pas issus ici du différentiel lié au taux d'intérêt. OK? Donc, ça demande ici à peu près, on se rémunère par rapport aux frais. Donc, ça peut dépendre ici de la taille des actifs. OK? Donc, pour un montant non divulgué via sa filiale Endo-Suez, ce qui augmenterait de 50% la taille de cette dernière. Le résultat net part du groupe a bondi sur la période d'avril à juin de 24,7% en rythme annuel et s'établit à 2,04 milliards d'euros ici, là où les analystes attendaient en moyenne 1,390 millions d'euros selon un consensus des analystes établi par le groupe. Donc, c'est très élevé, d'accord? Donc, ça provient d'où exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a eu des résultats aussi exceptionnels? Donc, le produit net bancaire trimestriel a augmenté de 18,8% à 6,68 milliards d'euros, dépassant également le consensus qui ressortait à 5 milliards 900. Donc, produit net bancaire, il me semble que c'est tout ce qui concerne ici les différentiels avec les taux d'intérêt. Donc, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. On continue ici. Le coût du risque a plus que doublé pour atteindre 534 millions d'euros en raison de provisions plus élevées. Donc, le groupe évoquant dans un communiqué la hausse du risque avéré sur la banque de détail et le crédit à la consommation. Donc, on dit ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le coût du risque a plus que doublé pour atteindre 534 millions d'euros en raison de provisions plus élevées. Le groupe évoquant dans un communiqué la hausse du risque avéré sur la banque de détail et le crédit à la consommation. C'est-à-dire que c'est à peu près les provisions pour les pertes. D'accord? Donc, les provisions pour les pertes ont augmenté. Il faut les regarder ici par rapport à la taille des prêts. Faites attention. Donc, généralement, ça peut arriver ici quand on arrive dans une situation difficile parce que tout le monde n'aura pas les moyens de repayer la dette. D'accord? Il faut aller vérifier ça ici. On continue. Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont atteint des niveaux records au deuxième trimestre, a déclaré Crédit Agricole, notamment grâce aux activités d'assurance et du pôle de services financiers. Donc, si les activités d'assurance fonctionnent, d'accord, c'est toujours une bonne chose. Mais pourquoi est-ce qu'on a augmenté les prix? D'accord? Est-ce qu'on a augmenté les prix sur les services, tout ce qui concerne ici le pôle assurance, ok? Ou bien on a payé moins en termes de dépenses, moins ici en termes non, je ne dirais pas premium ici, mais en termes de charges de charges après avoir reçu les premiums. Non, ça dépend. Ça dépend de quel type d'assurance on a ici. On continue. Alors, parce que vous savez qu'il y a plusieurs types d'assurance, hein. D'accord? Vous avez l'assurance vie, ne se comporte pas comme l'assurance santé, qui ne va pas se comporter comme l'assurance ici, l'assurance sur les biens, les biens, comment on appelle encore ça? Quand on assure les meubles ici ou ce genre de choses, property ce genre voilà, je pense que vous comprenez à peu près, d'accord? Donc, ça ne se comporte pas de la même façon, le book value est totalement différent. Donc, ce sont des business assez particuliers. Il faudrait aller vérifier pourquoi est-ce que le pôle assurance ici a augmenté et quand on parle de services financiers spécialisés, ça correspond à quoi exactement?
Donc, ce dernier regroupe les activités de crédit à la consommation. Donc, le pôle services financiers spécialisés regroupe les activités de crédit à la consommation dont les revenus ici ont notamment été soutenus par une joint venture spécialisée dans la location automobile avec Stellantis. J'ai l'impression que tout le monde s'en va dans la location automobile aujourd'hui, hein. OK, c'est bien. Donc, je vois ici, on a parlé de ALD. Voilà, maintenant, on a une co-entreprise entre Stellantis et Crédit Agricole. Ça reste du crédit, hein. Ça reste du crédit. Donc, Crédit Agricole va fournir des facilités de crédit ici, d'accord, pour peut-être acheter les véhicules et ce genre de choses-là. Bref, c'est toujours intéressant. On va se rémunérer ici à la commission ou bien, enfin, bon, je pense pas à la commission, mais par rapport ici, oui, c'est ça, c'est la commission. Non, c'est pas la commission, c'est à peu près... Oui, je pense qu'il y a des intérêts, il y a des taux d'intérêt dessus. Bref, je ne sais pas comment c'est fait. Je ne comprends pas trop le business du leasing ici, mais ça doit être assez lucratif parce que tout le monde le fait. D'accord? C'est une bonne chose pour Stellantis parce que ça lui permet de vendre plus de véhicules. OK? Quand on a des facilités de paiement. Je sais qu'il y a des gens qui passent leur temps uniquement à acheter des voitures en leasing. OK? La voiture ne vous appartient jamais, mais au moins, vous ne payez pas des grosses sommes dès le départ. Et voilà, vous avez je pense qu'il y a un kilométrage limite, selon ce qu'on m'a expliqué. Mais bon, je n'ai jamais pris de voiture en leasing. Donc, ce dernier regroupe les activités de crédit, donc on est déjà passé dessus. Lors d'une présentation aux journalistes, Xavier Muscat, directeur général délégué de Crédit Agricole, a déclaré que le groupe visait à détenir 80% de deux groupes Petercam suite à l'acquisition de participations familiales. Donc la famille Sigrang conserverait 20% dans le cadre du plan d'acquisition, a déclaré Xavier Muscat. Le groupe Petercam avait environ 71 milliards d'actifs sous gestion, sous administration et en dépôt à la fin 2022. Donc, c'est ça qu'on achète en fait. D'accord? Et on va se rémunérer ici par rapport à la commission issue de ces 71 milliards-là. OK? Par ailleurs, le groupe bancaire a déclaré que SAS rue Laboitier, c'est ça? Rue Laboitier, sa maison mère prévoyait de procéder à l'achat sur le marché d'actions Crédit Agricole. Donc, attendez. Prévoyait de procéder à l'achat sur le marché d'actions Crédit Agricole pour un maximum d'environ 1 milliard, augmentant ainsi sa participation à 60,2%. Donc, par ailleurs, le groupe bancaire a déclaré que SAS rue Laboitier, sa maison, mais ok, donc, moi je suis toujours fatigué ici par rapport à tout ce qui concerne ici comment on appelle encore ça, est-ce qu'il y a des conventions réglementaires avec ce genre de choses? SAS, la Boétie appartient à qui? C'est bizarre. Donc, il faut toujours aller fouiller dans la réglementation, dans les rapports financiers ici pour voir à peu près qui sont les actionnaires majoritaires, quel est l'impact que ça pourrait avoir sur Crédit Agricole, parce que le groupe ici détient 60,2%. C'est qui ça? Donc, ça déjà, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, c'est quelque chose à aller voir également ici en profondeur. En tout cas, sur les compagnies européennes, il y a toujours ce genre de choses. C'est pour ça que parfois, ça me dérange il y a beaucoup de travail à faire sur le plan ici de l'actionnariat, parce que dépendamment ici, je m'explique. Imaginez que vous avez un actionnaire à la tête, d'accord, majoritaire, qui va aller s'endetter et qui va prêter ici des actions qu'il détient de la compagnie lambda. Donc, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à rembourser la dette, il va être forcé à vendre ces actions-là. Et s'il est forcé à vendre ces actions, ça peut avoir des répercussions sur le marché actions. D'accord? Et les volumes peuvent être élevés, donc le prix peut avoir tendance à diminuer parce qu'il ne va pas les revendre ici à leur juste prix. OK? Imaginez également qu'il se soit endetté. OK? Il aura tendance ici à remonter le maximum de cash ici vers la holding principale, d'accord? Ce qui ne vous donnera rien vous aurez des miettes en termes de dividendes, etc. OK? Ça également, c'est pas bien. Donc, il faut que les intérêts de la holding principale ici, si c'est une holding, si on le dit comme ça, il faut qu'elle soit alignée avec les intérêts des minoritaires. C'est très important. OK? Donc, parce que très souvent, vous allez vous retrouver dans la situation, vous avez vu des cas ici, comme notamment tout le monde se pose la question, mais pourquoi est-ce que Derichebourg va acheter du Elior? Et si vous regardez bien, il y a toujours quelque chose qui est lié à la holding principale ici. Bref, c'est bizarre. Mais moi, je n'aime pas ce genre de choses-là. Je n'aime vraiment pas ce genre de choses. Par exemple, quand vous allez regarder sur Reward Media ici, on ne donne jamais le cash aux actionnaires, mais tout le cash remonte dans la holding principale ici. Donc, techniquement, est-ce qu'on peut dire ici que leurs intérêts sont alignés avec les intérêts des minoritaires? Je ne pense pas.
D'accord? Mais je ne dis pas que c'est le cas par rapport à Crédit Agricole, hein, d'accord? Mais voilà, il faudrait quand même aller regarder ça. Donc, SAS la Boétie ici, donc maison mère de Crédit Agricole, président Dominique Lefebvre est au contrôle de 100% par les caisses, et ok, est contrôlé à 100% par les caisses régionales de Crédit Agricole. Ok, parce que quand on tape Crédit Agricole, pour moi, ça m'a toujours semblé bizarre en fait, parce que Crédit Agricole, il n'y en a pas qu'un seul, d'accord? Il y a plusieurs crédits agricoles. OK, il y en a plusieurs, il y a plusieurs entités du nom de Crédit Agricole. Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée, Crédit Agricole Mutuelle Sud-Rhône. Donc, en fait, c'est toutes ces mutuelles-là qui détiennent le groupe Crédit Agricole. OK, ça, par exemple, c'est compréhensible. OK, ça, je comprends. Bref, toujours aller vérifier à peu près quand on parle de SAS, la boutique, ça concerne quoi, etc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici du point de vue ici quantitatif? Donc déjà, je vous encourage à aller lire les rapports financiers sur cette compagnie-ci. Toujours les banques, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Avec les bancaires, ne vous amusez pas avec. D'accord? Les chiffres peuvent vouloir dire ici plusieurs choses. On peut avoir des chiffres extraordinaires, mais on peut avoir eu un élément extraordinaire également, ce qui pourrait faire monter les bénéfices nets ici. Donc il faut aller vérifier ça. D'accord? Donc pour aller ici rapidement, moi je vais me baser à peu près sur on va regarder ici à peu près l'évolution des actifs tangibles par action. Et puis d'ailleurs, je pense que vu le dividende, vu le bénéfice net qu'on a eu ici, il y a de grandes chances que ces actifs tangibles par action aient augmenté. D'accord? Et encore, vérifiez toujours ici les... Non, je ne vais pas tout dire quand même. Bref, j'ai déjà trop parlé des banques ici. Je pense que vous commencez à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à analyser une compagnie bancaire, retrouvez-nous sur la formation Comment analyser les banques. Le lien est dans la description de la vidéo sur le service Top Premium, ainsi que vous pouvez également nous retrouver sur la Top Newsletter. Si vous voulez jamais avoir un avis sur le secteur bancaire ici, jamais je me concentre uniquement sur le secteur bancaire américain, tout simplement parce que j'ai un intérêt fiscal. D'accord? C'est pas la même chose. Ici, vous allez voir que du crédit agricole en date d'aujourd'hui, on a à peu près, en termes d'actifs tangibles par action, on a 33 dollars, 33,35 €. Il faut aller vérifier ça ici. C'est bizarre, cette somme-là, c'est trop, enfin, pas que c'est trop élevé, mais c'est une entreprise, avant, on se retrouve autour de 14 € d'actifs tangibles par action. Aujourd'hui, on se retrouve à 33 €. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Je pense qu'on doit avoir un certain ajustement parce que c'est triplé en très peu de temps. Alors que si on regarde ici, Tangible Book Value, est-ce qu'on a une augmentation soudaine? Non, je pense qu'il y a une variation. Je pense qu'on a à peu près 48 milliards d'actifs tangibles par action en date d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. OK? Donc, si on met ça ici en yearly, je pense que c'est plutôt un problème ici venant ici de Coifin. OK? Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, je vais peut-être me limiter ici par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Ou bien même le plus bas ici, on est à peu près à 46 milliards, si je ne me trompe pas. Même si on est à 46 milliards ici, encore, je pourrais même aller vérifier. Rien ne m'empêche d'aller vérifier ça sur Crédit Agricole. On va aller vérifier les actifs tangibles par action. D'accord? Parce que normalement, c'est une entreprise qui peut avoir tendance à s'échanger à ses actifs tangibles par action ici. Donc, on vérifie ici, vu que c'est une compagnie bancaire et que ces actifs tangibles par action, normalement, doivent croître avec le temps. Vous voyez ici, comme par exemple là. Donc, regardez le return on equity, ce genre de choses-là. Je vous laisse aller voir ça. Et je pense ici, ça n'a pas encore été ajusté par rapport au bénéfice net actuel. Donc, on va regarder ici... généralement, on parle d'actifs tangibles par action. Est-ce que l'entreprise s'échange vraiment à ses actifs à un prix ici reflétant ici ses actifs tangibles par action? On regarde ça, le tangible book value. On va regarder. Généralement, ici, est-ce qu'on est à 1 un peu plus loin que ça? Donc, techniquement, sur les dernières années, le marché paye combien de fois les actifs tangibles par action? 0,9 fois, disons, les 10 dernières années, il paye 0,8 fois. Sur les 20 dernières années, il paye 0,9 fois les actifs tangibles par action. Donc, il me semble que ces actifs tangibles par action, si nous avons 49 milliards et qu'on se met à 0,9 fois ici, nous avons 41 milliards, divisé par le nombre d'actions. Je le fais comme ça de tête. Hein. Il faudrait toujours aller vérifier ici l'évolution sur les rapports financiers. Ici, on a à peu près 3 milliards de dettes nettes ici, de bénéfices nets ici. Attention, ça date du mois d'avril. Faites attention, ce n'est pas encore actualisé par rapport aux nouvelles informations. Je pense que ça le sera demain uniquement. Donc, on aura à peu près 14 € ici. Bref, à ce niveau-ci, je me dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Et encore, tout bénéfice supplémentaire ici, le dividende ici, il est safe parce que techniquement, elle peut le payer. OK, le dividende ici, il est safe. En même temps, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Il y a de grandes chances que, en termes de net income ici, est-ce que c'est une entreprise qui a la tendance à bien se comporter à long terme par rapport à l'évolution des net income? On dirait oui. Quand le taux d'intérêt augmente ici, voilà, elle se comporte plutôt bien. D'accord? Mais il faut absolument qu'elle continue à renforcer son bilan comme présentement. Je ne dis pas qu'elle est endettée, hein, non, pas du tout. Ok, son bilan est solide
Et on espère que ça sera le cas encore pour les années à venir. OK, donc pour l'ensemble ici, je pense que Crédit Agricole reste toujours un prix assez intéressant. Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos sur Crédit Agricole. D'accord, je pense qu'on a fait plusieurs... Ça commence parce que j'ai souvent l'impression de répéter la même chose. On en a une ici, on en a une ici, on en a une là. Je pense qu'on a également fait une qui a peut-être duré plus que ça. Donc, allez voir les anciennes vidéos sur Crédit Agricole. Je pense que j'ai passé plus de temps à expliquer à peu près comment est-ce que ça pourrait fonctionner ici. Donc, je pense que pour moi, Crédit Agricole reste à un niveau assez intéressant en date d'aujourd'hui. OK? Mais attention, ça reste également une compagnie bancaire. Donc, quand vous venez pour l'acheter ici, c'est uniquement pour le dividende. Et comme je l'ai dit la dernière fois, moi, je veux que Crédit Agricole rachète ses actions. OK, ce serait intéressant de l'avoir racheter ces actions ici. En termes de dividendes, ici, on voit que ce dividende-là, il est safe. Il y a de grandes chances qu'ils continuent à le verser. Ils ont les moyens de le faire. Ça représente à peu près combien ici? Quand même, hein, ça représente, en termes de dividendes, en termes de rendement ici, on a quand même on a quand même du 9%. OK, en termes de bénéfices nets normalisés ici, normalisés sur les dernières années ici. D'accord, on a à peu près une entreprise qui dégage sur les dernières années 6 milliards. 6 milliards sur les dernières années, c'est très très bien. Maintenant, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Même si on se situe même à 3 milliards, imaginons qu'on reste à 3 milliards. Techniquement, à 3 milliards, on serait à la même capitalisation boursière en date d'aujourd'hui à 10 fois les bénéfices. OK? Donc, on ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. Donc, par rapport aux bénéfices, par rapport aux dividendes ici, ils ont les moyens de le payer pour le moment. Sauf maintenant, il faut vérifier est-ce qu'on a fait une acquisition ici donc pour se maintenir à ce niveau. D'accord? Donc, sur le haut niveau semestriel ici, il me semble qu'on a eu à peu près 2 milliards, c'est ça? Au niveau du semestre, donc, ou au niveau du trimestre. Ici, si c'est au niveau du trimestre, on peut s'attendre à du 8 milliards prochainement. Les analystes s'attendent à peu près à voir combien ici. Et attention, faire des prévisions sur une banque ici, c'est bien, mais il faut également savoir que beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver entre-temps. OK, parce que la banque ici, c'est essentiellement la gestion du risque. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, on voit ici qu'ils s'attendent à des bénéfices nets à peu près dans cette zone de 6 milliards là pour les années à venir. Donc, réduction en 2023 ici, mais à peu près un maintien aux alentours de 5 milliards, 500, 6 milliards pour les années à venir. Tant mieux si ça arrive. Dans tous les cas de figure, je n'aurais pas surpayé à ce prix-ci. D'accord? Si on le prend à 10 fois les bénéfices, on peut s'attendre à quelque chose de bien plus élevé que ça. Et si on se base par rapport aux actifs tangibles par action, on achète réellement cette compagnie-ci à la valeur de ses actifs tangibles par action. Et encore, il faut que ces actifs tangibles-là soient de qualité. Et pour ça, l'étude du bilan est très importante. Bref, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne secondaire Top Dividende sur laquelle on partagera généralement ici des avis sur des entreprises qui versent des dividendes depuis au moins 10 ans de manière stable et croissante de la meilleure des façons. Donc, on ne va pas juste regarder les dividendes, on va questionner la politique d'allocation du capital. Comme par exemple, présentement, est-ce qu'il est judicieux qu'elle paye 9,39% en termes de dividendes si son bilan financier n'est pas solide? Attention, je n'ai pas dit que son bilan financier n'était pas solide. Je pense qu'on a déjà eu à le voir précédemment ici que le bilan financier de Crédit Agricole est correct ici aujourd'hui. Il est solide. OK? So, je vous laisse aller voir ça et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.